Bonjour. Bonjour. Hop. Alors, que je fasse l'affichage correctement. Eh ben, je vous écoute quand vous voulez. Alors, du coup, dans l'introduction, on voulait refaire un petit rappel anatomique sur ce qu'était le caisson hydropneumatique. Donc, c'est un caisson qui est constitué d'os, de fibrocartilage, d'aponévrose et de muscles. Il y a deux cavités, donc un caisson thoracique et un caisson abdominal qui est le contenant. Et le contenu, c'est les viscères et les poumons. Ça met aussi en jeu deux coupoles myo-aponévrotiques, donc le diaphragme et le périnée. Donc, au niveau musculaire, on a les abdominaux qui ferment le tronc abdominal, donc dans sa partie antérieure et latérale, avec le transverse, les obliques et le grand droit de l'abdomen. Et au niveau postérieur, il y a les érecteurs du rachis et les multifides. Et voilà. Voilà, maintenant on va passer on va vous faire un petit récapitulatif de la cinésiologie, comment fonctionne un peu le bazar. Tout d'abord, le diaphragme, il a un rôle de pompe. Bon, ça va être succinct, mais donc c'est un rôle de pompe qui fait des variations de pression entre le caisson abdominal et la cavité thoracique. Les abdominaux, ils vont permettre du coup de réguler quand le diaphragme descend. Et donc, il y a une variation de pression positive dans la cavité abdominale. Les abdominaux, ils vont permettre de contenir tout ça. Et le diaphragme va se poser du coup sur un ensemble qui va devenir solide. Et ça va permettre l'ascension de la cage thoracique. Le périnée, donc c'est un peu la coupole opposée au diaphragme. Le périnée, lui, c'est surtout un rôle de maintien parce qu'on imagine bien que tout le contenant de la cavité abdominale, il va reposer dessus. Et maintenant, on va passer au rôle des muscles périphériques qui vont rentrer plus dans le corps de la présentation de notre modèle mécanique. Alors, pourquoi on a… alors, déjà, on voulait vous dire que Edouard, il a des petits problèmes de connexion, donc il va vous faire la présentation de chez lui. Ouais. Mais s'il y a à un moment donné des petits décalages, vous nous passerez. Alors, le public, pourquoi on a fait ce modèle mécanique, quelle est son utilité, enfin l'utilité qu'on lui imagine. En fait, ça a été pensé pour expliquer aux patients qui souffrent de problèmes de dos l'importance du caisson hydropneumatique. C'est un mot un peu pompeux, je pense surtout de parler ça avec un patient. Mais c'était surtout expliquer qu'il y a des équilibres de force, que c'est très important de favoriser certains muscles que le patient il n'imagine pas extrêmement importants au départ. De pas être, on s'est rendu compte dans nos stages que le patient c'était j'ai mal là, du coup il faut masser ou renforcer là. Ah non, en fait, non, c'est un ensemble qui fonctionne, c'est en symphonie. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la présentation du modèle mécanique. Ouais. Edouard, c'est à toi si tu nous entends. Hop, on va mettre la vidéo en vedette. Hop là. Vas-y, Edouard. Voilà. Alors Edouard, qui nous regarde avec des yeux ronds. Ah mais non, ouais, le problème c'est que j'ai une connexion qui saute un peu, du coup on fait comme Oui. on a dit, Guillaume, tu parles et je… Ouais, pas de souci. Vas-y, envoie. Ok. Alors, on va vous le présenter en plusieurs étapes. Voilà, là, on a un petit peu le modèle nu. Donc, on voit juste la cavité, les deux cavités symbolisées par la colonne. Il y a la colonne vertébrale, c'est la barre rigide, voilà, qu'on voit dans le dos, la cage thoracique et en dessous le socle qui symbolise vraiment le bassin. Donc, on se rend compte que, voilà, très bien, merci pour le téléachat, Edouard. Le test de l'air. Du coup, on se rend compte que sur le modèle nu, quand il est dépourvu donc de contention
de contenant, il peut subir des contraintes, il subit vraiment les contraintes. Il est absolument pas stable, avec des forces qui s'exercent sur la colonne vertébrale de manière plus importante que ce qu'on verra dans les prochaines étapes. Donc, est-ce que Edouard nous entend? L'étape numéro 2, c'est les élastiques, on a bien compris, qui symbolisent donc l'activité musculaire. Si on les tend, on se rend compte, voilà, comme Edouard le fait. Très bien. Voilà, si on tend tous les élastiques, on se rend compte qu'il y a un affaissement du modèle avec des contraintes, notamment en compression, qui sont extrêmement fortes sur la colonne vertébrale. Bon, c'est une étape importante pour montrer que en fait, l'activité musculaire seule ne suffit pas. Là, on en revient un peu au point cinésiologique qu'on avait évoqué tout à l'heure. Voilà, sur les viscères sont extrêmement importants. Bon, on s'imagine bien que les gens généralement ont plus des défauts musculaires que des défauts en viscères. Mais c'était quand même important d'en parler. Donc, troisième étape, là, c'est maintenant, on va mettre vraiment le contenant dans la cavité abdominale. Et dans la cavité thoracique, voilà, les poumons. Et les viscères. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de contention musculaire. Donc du coup, il y a vraiment un défaut à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de tenue et que à nouveau, les contraintes, elles s'exercent sur la cavité thoracique. C'est-à-dire que au moindre mouvement ou au moindre écart de mouvement, il y a des gros soucis de mobilité, enfin d'hypermobilité. C'était tout simplement l'étape 3. Alors maintenant, vraiment sur un individu, on va dire, équilibré au niveau du caisson hydropneumatique. Voilà, c'est l'association du coup de toutes les composantes qu'on a citées tout à l'heure. La contention musculaire, donc là on voit les grands droits, les obliques qui sont croisés. Donc il commence par les spinaux. À savoir qu'aussi il y a aussi des muscles qu'on pourra appeler extrinsèques aux caissons hydropneumatiques. On n'a pas trop cité les psoas et on les a pas symbolisés ici. Ça aurait été compliqué, mais il pourrait très bien y être. Comme le transverse aussi, ouais, qu'on n'a pas pu. Oui, voilà, le transverse. C'est vrai que on n'aurait pas vu le contenant du coup. Du coup, voilà, le modèle, il devient plus stable. Les contraintes sont toujours sur la colonne vertébrale, mais de manière moindre. Et voilà, donc du coup, ça permet d'avoir une bonne tenue du. Exactement, voilà. Une bonne tenue de l'ensemble. Voilà, donc ça, c'est encore une fois dans un but pédagogique avec le patient. On pourrait lui expliquer ça plus simplement. On pourrait même commencer par le modèle assemblé à l'étape 4. On serait peut-être pas obligé de tout faire. Voilà. Voilà. Donc, si je peux juste rajouter un petit morceau, c'est que le côté aussi intéressant de cette étape-ci, c'est que ça nous permet vraiment de lui expliquer ce que c'est que le modèle, que le caisson hydropneumatique, et ça nous permet aussi d'avoir un travail sur sa prophylaxie par la suite, lui expliquer que c'est quelque chose qu'il faudra qu'il réussisse à retrouver au moment où il aura de lourdes charges à porter, etc., pour éviter justement d'avoir des contraintes trop importantes sur la colonne, mais des contraintes qui soient mieux réparties. C'était juste un petit aparté. Voilà. Très bien, Jean-Pierre, très bien. Donc voilà, on se rend compte aussi que, bon, là on va plutôt rentrer dans l'aspect pathologique du patient. Suivant son déficit musculaire, on pourrait très bien faire varier du coup les paramètres. Donc voilà, là dans le cas d'une hypotonie musculaire, par exemple abdominale, il pourrait
décrocher, je ne sais pas s'il m'entend, décrocher la sangle abdominale. En fait, je viens d'étendre du coup les obliques. Ça roule. Et on se retrouve du coup avec un modèle qui est beaucoup plus lâche sur les côtés. Voilà, c'est ça. Et puis, ce serait vraiment pour mieux expliquer aux patients sa pathologie et vraiment schématiser les déséquilibres musculaires. On peut passer à la suite. Voilà. Donc, tu peux même mettre celle d'après. Donc voilà, pour finir vraiment sur notre exposé, voilà les pathologies qu'on a vues avec le modèle mécanique à l'instant. On vous a pris deux exemples, donc une hypotonie abdominale qui peut se rencontrer sur un postpartum dans un accouchement difficile, notamment par césarienne. On se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup d'abdos, les abdos fonctionnent plus correctement, ce qui va engendrer un trouble de la statique pelvienne. Et puis du coup, ça va avoir pour conséquence un déplacement du centre de gravité vers l'avant. Donc le poids qui s'exercerait plus sur les corps vertébraux et ça chasserait voilà, le nucléus vers l'arrière, ce qui se voit très fréquemment. Donc on parle de lombalgie, ça se voit, ça en fait partie. Ça se voit beaucoup dans les cas de hernie discale. À l'inverse, une hypertonie abdominale, ça peut aussi se rencontrer. Du coup, on parlait tout à l'heure dans le point cinésiologie de variation de pression entre les deux cavités. Et ben donc du coup, ça ferait une hyperpression sur la cavité abdominale. Donc on peut s'imaginer après avec des troubles digestifs et une hyperpression discale, surtout à la région lombaire. Voilà, on a fini avec notre petite présentation et puis voilà, on attend votre avis. On espère que ça vous a plu. Écoutez, bravo pour cette vidéo très claire déjà et puis pour cette présentation dans l'ensemble très claire. Au niveau des questions, moi je trouve que l'avantage d'avoir fait comme ça, là, alors bon, le bémol, il faut bien donner un bémol au départ. Mais on ne peut pas tout faire dans un modèle mécanique aussi, pour pondérer quand même mon propos, c'est que vous avez un modèle mécanique qui finalement met bien en valeur le rôle du haubanage des abdominaux et des spinaux. Après, on a finalement peu de représentation de ce qui va intervenir en termes d'activité du diaphragme, puisque moi, je trouvais un truc très très intéressant dans votre présentation au départ, c'était de décrire le diaphragme comme une pompe ou comme un piston qui permettait de faire varier la pression d'un côté ou de l'autre du caisson. Et puis ça, finalement, ça ressort peu dans votre modèle, mais on ne peut pas tout faire. En revanche, ce que je trouve très 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 intéressant, c'était justement l'illustration du haubanage du mât. Donc, classiquement, on le décrit comme un mât. Le haubanage du mât du mât articulé constitué par la colonne vertébrale, par les différents abdominaux croisés dans l'espace, c'est bien montré sur votre modèle, et les spinaux. Voilà. Et vous le dites très bien, un dérèglement entre abdominaux et spinaux amène à des pathologies, que ce soit des lombalgies ou que ce soit d'autres pathologies. Mais au niveau de la pression, finalement, on la diminue jamais, la pression au niveau de la colonne vertébrale. Puisque dès que les abdominaux se contractent, ça augmente la pression. Si les spinaux se contractent, ça augmente la pression. On la diminue jamais, cette pression. La pression aussi, elle est quand même à des moments, Vous parlez au niveau abdominal ou au niveau thoracique? Non, au niveau thoracique. Allô? Au niveau thoracique. Guillaume? Allô? On ne m'entend plus. Allô? J'ai pas entendu la question de base non plus.
Alors, du coup, ouais, vous demandiez si la pression, est-ce qu'elle diminuait à un moment donné? Au niveau du Vous rachis. parlez. Au niveau du Ah rachis. oui. Ah oui. Ok, je pensais que vous parliez Non, dans la non, cavité abdominale. dans le caisson, elle diminue. Justement, c'est le diaphragme, entre autres, qui va nous permettre de moduler la pression. Bah, c'est les étapes du début justement qui nous permettent de montrer, en fait, au départ, quand il n'y a pas justement toutes les viscères et les poumons, il y a 100% de la pression qui est répartie sur la colonne et à partir du moment où on rajoute les viscères et les poumons, bah, la pression, elle se répartit de manière harmonieuse sur le tout et non plus juste sur la colonne en fait. Ouais. Ouais, Oui, et puis alors dans le haut manage, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pression, c'est si on se cadre seulement sur le rachis, la pression, c'est le rapport entre une force, ici le poids, et une surface. C'est Au ça. final, ce qui est néfaste dans la colonne vertébrale, c'est pas tellement d'avoir de la pression parce qu'on en a toujours, mais c'est d'avoir une pression qui soit pas répartie sur une grande surface. L'avantage d'avoir les 4 cadrans qui sont harmonieusement tendus et toniques, c'est d'avoir une pression qui soit justement répartie sur toute la surface d'appui de la vertèbre et pas seulement soit sur les articulaires, soit sur la partie antérieure. Après, je crois que les viscères, ils interviennent quand même surtout comme élément de rigidification. D'accord. Pour soulager aussi justement la stabilité. Ils viennent contribuer aussi à la stabilité. Tu le montres bien d'ailleurs quand tu mets les ballons en place et que tu tends les abdominaux pour contenir les ballons. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus rien qui bouge, mais Non, c'est plus stable, mais c'est pas. ça semble beaucoup plus difficile à mobiliser en tout cas. mais c'est justement l'idée de bloc. Tout à l'heure, on disait, voilà, c'est les abdominaux plus les viscères. À un moment donné, c'est un bloc sur lequel peut s'appuyer le diaphragme avant de commencer sa deuxième course. En fait, c'était à peu près l'idée qu'on avait en tête, celle que vous venez de dire. Ouais. Au niveau alors, quand on soulève une charge, qu'est-ce qu'on fait alors? On la soulève en gonflant le thorax au maximum, en inspiration maxi, en inspiration moyenne pour essayer dans le cadre justement d'une école du dos. Je pense que justement, on inspire avant, on bloque la respiration pour le coup, pour justement mettre sous pression tout le caisson et on essaye de serrer les abdos et de serrer le périnée de manière à vraiment avoir un caisson qui soit stable et serrer et du coup lever avec quelque chose qui soit qui répartisse le plus harmonieusement possible les charges. On s'en rend compte ne serait-ce qu'avec la mobilité donc du rachis. Quand on fait une inspiration maximum, on est beaucoup moins mobile, mais beaucoup plus stable. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais, et puis Edouard l'a très bien dit, là, il ne faut pas oublier de commander, de donner les éléments de commande aussi au niveau du périnée. Hein. On a bien maintenant fait rentrer cet élément, c'est rentré dans les mœurs quelque part que il se commande aussi quand on fait les abdos et on demande bien de serrer les fesses, serrer au niveau du périnée pour avoir justement une répartition, un caisson dont tous les compartiments et dont toutes les parois seraient solides. Parce que j'en ai discuté il n'y a pas longtemps, c'est un sujet de mémoire chez vos collègues de 4e année. C'est quand on a un périnée non pas faible, mais normal, et des abdominaux hypertoniques, ce qui est le cas de beaucoup de sportifs, on a quand même un gros risque d'incontinence. Edouard. on se reconnaît, ces mecs. C'est problématique. Edouard, il n'a pas été chez le coiffeur depuis longtemps. Alors, voilà. Oh là, si vous saviez. C'est l'avantage, c'est un problème que j'ai plus. Partiellement, quoi. Ouais.
Mais non, je parlais les hommes sont peu les hommes de par la conformation du périnée et de par la conformation surtout l'anatomie de l'appareil urinaire sont moins sujets à des problèmes d'incontinence, mais ça reste quand même un phénomène qui est pas nouveau mais dont on parle. Qui est un phénomène important chez la jeune fille ou chez la femme sportive, voire même chez la petite fille sportive, et qui est un problème grave. Il faut quand même voir que quasiment on a des phénomènes d'incontinence dans 100% des sports à impact. Avec des sauts répétés, il y a quasiment un 100% incontinence, voire prolapsus. Il y avait une étude qui était ressortie avec sur les volleyeuses de niveau national, avec un peu plus de 80% d'incontinence. Ah ouais. Oui. Incontinence à l'effort, non, c'est pas un phénomène isolé. Ouais, c'est ça. C'est pas un phénomène isolé. A priori, 100% des tennisman. Enfin, des tenniswoman, en l'occurrence. Ouais. A priori, 100% des nanas qui jouent au tennis ont connu au moins un problème de fuite urinaire lors d'un match. Et c'est que typiquement féminin ou Les hommes, de par la conformation de l'appareil urinaire, c'est plus rare d'avoir une incontinence chez le garçon. L'appareil, le périnée féminin, il est quand même un tout petit peu plus troué que Mais une hyperpression de la vessie, par contre, c'est le fait d'aller pisser souvent. Je pense que je connais beaucoup de gars qui ne peuvent pas tenir un cours sans aller pisser au moins 4 fois, quoi. Je ne vois pas. Chez Edouard, c'est l'âge. Chez Edouard, c'est l'âge qui commence. C'est la grosse attendez. En plus, il y a peut-être. Et chez Jean-Baptiste, si c'est à Jean-Baptiste que tu penses, c'est l'âge et la bière. Le café, je dirais plus. Ah, le café, d'accord. Ouais, c'était autre chose. Non, en plus, il y a peut-être du monde qui nous écoute. Je ne vais pas te lâcher, Edouard. Je me mets dans l'histoire. Bon, en tout cas, bravo pour votre présentation. Félicitations. Merci. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ouais, à vous également. Portez-vous bien. Allez. Faites attention à vous. Salut. Merci, pareil pour toi. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. 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 Hop, je vais Bonjour. juste un petit truc. Hop.